5 ans de prison requis, dont 4 avec sursis. On devrait connaître d'ici ce soir le verdict du procès de Valérie Bacot, cette femme jugée pour avoir tué son mari violent en 2016. On va en parler avec nos invités, Maître Ansou Yalaz. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes avocate pénaliste et spécialiste des violences conjugales. Et Céline Pic est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être sur ce plateau. Vous êtes porte-parole du collectif Oser le féminisme. Les jurés sont en train de délibérer en ce moment même à la cour d'assises de Saône-et-Loire. Le ministère public, je le disais, a requis la clémence et une condamnation sans réincarcération. On retrouve sur place à la cour d'assises pour France Info, Marie Joly. On vient d'assister cet après-midi aux plaidoiries de la défense et les avocates de Valérie Bacot réclament l'acquittement. Elles ont plaidé l'irresponsabilité pénale. Leur argument, c'est de dire que Valérie Bacot était atteinte d'un trouble psychique ou neuropsychique qui a aboli son discernement au moment où elle a tué son mari. Alors hier, déjà, les experts, psychologues, psychiatres, sans parler d'abolition totale du discernement, ont bien évoqué une altération du discernement. Finalement, la différence entre les deux est assez ténue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les experts s'accordent à dire que Valérie Bacot ne disposait plus de son libre arbitre au moment des faits. Alors de son côté, l'avocat général avait, dans ses réquisitions ce matin, exclu une peine d'incarcération. Il a demandé une peine de prison de 5 ans, dont 4 ans de sursis, sachant que Valérie Bacot a déjà effectué 1 an de prison. Une peine finalement qui est relativement clémente. Il a demandé aux jurés de tenir compte du passé de Valérie Bacot, de tenir compte de toutes ces années d'humiliation, de violence et de viols répétés. Alors pour l'heure, l'audience est suspendue, les jurés se sont retirés pour délibérer. Le verdict est attendu dans la soirée. Maître Ansou Yalaz, l'avocat général qui demande de ne pas renvoyer Valérie Bacot en prison. Vous comprenez, vous, cette clémence ? Ah mais il faut qu'il y ait une clémence, et puis c'est même assez incroyable d'entendre les réquisitions de l'avocat général, parce que on est quand même dans une situation très particulière. Il faut bien comprendre que les violences conjugales, c'est pas juste donner un coup de poing, c'est pas juste casser le bras, et c'est déjà assez grave. C'est pas juste des violences psychologiques, c'est tout un système d'emprise et de terreur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant l'émission. C'est un système d'emprise et de terreur absolument terrifiant qui se met en place, de sorte que c'est comme une toile d'araignée en fait. La victime est dans une toile d'araignée et elle ne peut plus bouger. Et à chaque fois qu'elle va bouger, elle va être encore plus bloquée, si je puis dire, par le système qui va être mis en place par l'agresseur. Elle a déjà effectué 1 an de détention provisoire. C'est la raison pour laquelle, justement, l'avocat général a demandé 5 ans de prison, dont 4 avec sursis, ce qui, si les réquisitions sont suivies par les jurés, ce qui permettrait à Valérie Bacot de ressortir libre. 1 an de détention provisoire, c'est déjà beaucoup trop, selon vous ? Oui, c'est déjà beaucoup trop qu'elle ait même fait un seul jour de prison par rapport au vécu qu'elle a eu. Je rappelle quand même que son mari tortionnaire était aussi son proxénète qui l'a contraint à la prostitution, et c'était aussi celui qui l'avait violée quand elle avait 12 ans. Il avait été condamné d'ailleurs à effectuer une peine de prison pour ça. Exactement, il l'avait violée à 12 ans, il avait été condamné. Alors moi j'ai presque envie de faire non pas le procès de Valérie Bacot, mais plutôt le procès de l'État. La première erreur, ça a été de correctionnaliser ce viol. C'est quelque chose dont on parle très souvent pour les associations féministes. Il n'a pas été jugé en cour d'assises, lui, pour viol, mais il a été... un cran en dessous, c'est-à-dire que pour que ça aille plus vite, on va juger ça comme une agression sexuelle. Et après un court temps en prison, il est revenu s'installer au même domicile où il y avait cet enfant qui avait été violé, qui ensuite... donc la terreur, elle date de loin, elle date depuis la plus tendre enfance, depuis ses 12 ans. Elle n'a fait que subir ces violences, ces viols, et puis aussi ces viols par prostitution, parce que je pense qu'on peut dire que c'est des viols quand vous êtes contrainte à la prostitution, comme elle l'a été pendant près de 14 ans. Les experts psychiatres ont décrit un syndrome de la femme battue chez Valérie Bacot. Qu'est-ce que c'est, Maître Yalaz ? Le syndrome de la femme battue, c'est le stress post-traumatique qui fait que, ou la mémoire traumatique qui fait qu'en fait, vous allez développer un certain nombre de signes d'insomnie, de stress, de ne pas pouvoir manger, développer même de la paranoïa parce que vous avez l'impression d'être tout le temps... Ne pas vouloir porter plainte aussi. Oui. Et puis le syndrome de Stockholm en réalité. Alors justement, les experts ont aussi décrit un syndrome de Stockholm. On finit par tolérer et même s'attacher à son bourreau. C'est ça. Le syndrome de Stockholm, c'est quand vous êtes pris en otage. En fait, ça part d'une prise d'otage. Et en fait, le syndrome de Stockholm, c'est que vous finissez par adhérer.
voire même avoir pitié de votre agresseur et vous adhérer à la thèse de votre agresseur. C'est une forme Et en réalité, d'autodéfense, en fait, pour pas s'effondrer psychologiquement. Bien sûr, bien sûr. Et puis, il y a tout ce méli-mélo, la honte, la culpabilité, je l'ai mérité. Pourquoi il a fait ça? Parce que je devais le mériter, je suis pas assez bien. Et puis ensuite, il y a cette incapacité à aller dénoncer, parce que ça se passe à huis clos. On sait ce que c'est que le huis clos, et cette incapacité, parce qu'elles sont tétanisées, à aller dénoncer. On sait aussi que finalement, c'était son quotidien, c'est tout ce qu'elle connaissait jusqu'à présent. C'est comme la toile d'araignée. Encore une fois, c'est vraiment l'image qu'il faut avoir en tête. Elle est plaquée sur une toile d'araignée et plus elle bouge, plus elle va être enfermée là-dedans. Donc, c'est de l'emprise, c'est de la terreur et c'est ce qu'on appelle le syndrome de femme battue. Alors que les Canadiens, par exemple, reconnaissent. En France, on ne reconnaît pas encore cette typologie, enfin cette façon de voir les choses, mais c'est vraiment ça. L'avocat général, je disais, qui a requis une clémence, 5 ans de prison, dont 4 avec sursis. Est-ce que vous allez jusqu'à demander l'acquittement? Bien sûr, sans hésiter. Donc aucune condamnation? Aucune condamnation, bien sûr, parce que l'État est défaillant. L'État est défaillant. Il n'y a pas le risque d'envoyer un message justement à la société dès lors qu'une femme battue est sous emprise, de ne pas aller porter plainte, mais d'aller jusqu'à tuer son mari? Je crois que le seul message à envoyer, c'est la défaillance de notre système judiciaire à protéger des femmes qui sont vulnérables. La problématique des femmes violentées, elle ne date pas d'hier, elle ne date pas du Grenelle. Ça fait 30 ans que les associations de femmes luttent pour faire avancer la question des violences conjugales, la protection des femmes et la protection des enfants, qui sont non pas des victimes collatérales, mais des victimes directes de ces violences. Bien sûr qu'il faut un acquittement. Et il y a eu des dysfonctionnements. Il n'y a pas très longtemps encore, il y a eu l'autre affaire en Corse. 18 plaintes. 18 plaintes restées sans effet. Bien sûr. Et c'est pas la seule. Et il y en a d'autres qui ne sont pas médiatisées. Donc vous avez aujourd'hui des femmes qui disent je vais aller déposer une main courante pour laisser une trace. On peut citer aussi les exemples de Jacqueline Sauvage ou Alexandra Lange aussi dans le Nord. Olympique, pardon. Oui, par rapport à est-ce que ça va envoyer un message? Moi, je crois que le message aujourd'hui qui est envoyé par l'État et par la justice, il est clair. C'est qu'il y a 225 000 femmes battues, frappées, qui subissent des violences conjugales dans ce pays. Il y en a plus d'une centaine qui meurent chaque année. Et on a à peu près 80% des plaintes qui sont classées sans suite. Donc, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, pour une Jacqueline Sauvage, pour une Valérie Bacot qui, dans un instinct de survie ultime, je vous rappelle qu'elle avait été frappée par son prostitueur, son client, suite à une passe extrêmement violente, et que son mari, constamment, l'a menacée de mort. Donc, elle vivait sous terreur. Il y a une légitime, alors je ne sais pas, je ne suis pas juriste, si c'est légitime défense différée ou quelle est l'évolution de la loi à faire pour que effectivement ça soit un acquittement. Mais la défaillance aujourd'hui, le signal qui est envoyé aujourd'hui, c'est le signal qui est envoyé aux agresseurs, où on voit bien que quand une femme va porter plainte, on ne l'écoute pas. Là, les gens savaient, les voisins savaient, le village savait ce qui était en train de se passer. Alors, les experts disent que Valérie Bacot, qui est donc accusée aujourd'hui, on attend de connaître le verdict, n'avait aucune échappatoire si ce n'est de tuer son mari pour échapper justement à son calvaire. Elle n'avait plus de libre arbitre. C'est ça l'emprise permanente? Alors, moi, par rapport au syndrome de la femme battue, je pense que ce qui est intéressant aussi, c'est de le voir dans une perspective féministe. Je pense que parce que ça a été très bien dit par ma voisine de droite, il y a un phénomène alors d'emprise, moi je préfère le mot de terreur, qui est alimenté par une forme de propagande. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des messages haineux qui visent à la rabaisser, à diminuer son estime d'elle-même, à la faire sentir comme moins que rien. Ce sont des violences aussi masculines, ce sont des violences aussi sexistes, de l'accabler en permanence, de la frapper pour la moindre erreur, qui la mettent dans une situation plutôt de terreur que d'emprise, et qui est vraiment des mécanismes profondément sexistes où l'homme pense qu'il a le droit, tous les droits sur sa femme, et que cette situation moi je préférerais, je le dis, le mot de terreur, l'empêche de réagir. L'empêche réellement de réagir. Elle n'avait aucune possibilité. Par contre, qui avait la possibilité de réagir? C'est à peu près toutes les personnes qui étaient autour. Comment ça se fait que les services sociaux, alors qu'elle est mineure, n'interviennent pas quand son violeur revient à la maison? Comment ça se fait qu'ils n'interviennent pas quand elle tombe enceinte alors qu'elle est mineure de son premier enfant suite à un viol de son beau-père à la sortie de sa prison? Comment ça se fait que, alors qu'il y a des clients réguliers dans une voiture, dans un petit village, comment ça se fait que le voisinage
la mairie, les services sociaux, Dans un village, la police. Tout se sait. a Tout priori. se sait. C'était des clients réguliers. Tout le monde savait qu'elle était en esclavage sexuel. Et la question aussi, c'est que je trouve que, bien entendu, Valérie Bacot devrait avoir un acquittement, je l'espère pour elle, mais j'aimerais voir aussi un certain nombre d'autres personnes sur le banc des accusés. Je trouve que c'est une très bonne chose que l'avocate espère obtenir une condamnation de l'État français pour faute lourde, parce qu'il y a des graves manquements dans le fait de n'avoir jamais réagi face à une enfant de 12 ans qui a été livrée à ce tortionnaire. Et puis aussi, peut-être, on a démontré dans le procès que Valérie Bacot était contrainte à la prostitution, que c'était son mari proxénète qui était son proxénète, qui recrutait les clients, qui les faisait amener dans sa voiture, et que l'assassinat a été provoqué suite... Alors justement, elle a assassiné son mari pour l'empêcher de s'en prendre à leur fille. Ça a été ça, le déclic? Il y a eu 2 déclics. C'est qu'une passe, encore une, violente, parce que les clients sont violents et qu'il a frappé. Elle s'est défendue, le client n'a pas été content, a voulu récupérer son argent. Donc première réaction, et qui a provoqué ensuite l'acte de Valérie Bacot, et puis provoqué aussi la veille, quand son mari lui demande si sa fille de 12 ans est prête sexuellement. Et donc, oui, la prostitution est aussi au cœur de ce procès. Valérie Bacot s'est dit qu'il allait s'en prendre à ma fille, c'est pour ça qu'elle est passée à l'acte. Exactement, et qu'il allait la contraindre, elle aussi, à la prostitution dès l'âge de 12 ans. Et ça lui était intolérable, et je pense que ça a été aussi pour protéger sa fille. Mais par contre, les prostitueurs, est-ce qu'ils ne voyaient pas ce qui se passait ? Est-ce qu'on les clients prostitueurs, qui étaient des clients réguliers, ne voyaient-ils pas qu'ils étaient en esclavage sexuel? Donc aujourd'hui, on a beaucoup de discussions sur la prostitution. Est-ce que c'est un travail du sexe? J'entends des fois des féministes qui défendent la prostitution comme un travail du sexe. Non, je pense qu'il y a une responsabilité extrêmement forte du mari qui était proxénète, et également des clients prostitueurs qui savaient très bien qu'elle ne le faisait pas de façon libre et consentie, et qu'elle y était contrainte à la prostitution par son mari, et que ça ne dérangeait pas de filer un billet de 20 € pour la violer. Je vais dire des mots qui sont clairs. C'était du viol tarifé. Et ils ont aussi leur responsabilité. Et ceux-là non plus ne sont pas sur le banc des accusés. Et pourtant, ils sont aussi complices des violences qui ont été commises par son mari. Maître Ansou Yalaz, est-ce qu'on sait finalement comment se passe ce déclic? Qu'est-ce qui fait comment une femme qui jusque-là était sous emprise finit par passer à l'acte? Est-ce qu'il y a un moment charnière qui fait qu'elle se décide enfin à sortir de ce quotidien pour essayer de s'en sortir? Je crois que c'est vraiment l'instinct de survie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ces femmes arrivent au bout du bout et elles disent c'est moi, je vais y passer, c'est une question de survie. Moi ou les enfants. Et là où je rejoins madame, c'est que souvent le chantage se fait par le biais des enfants, et ça on n'en parle pas assez. C'est très récent, et certains juges des enfants, notamment à Bobigny, ont commencé à le mettre en évidence. C'est-à-dire que si tu me dénonces, on va t'enlever les enfants. Ils vont être placés. Donc t'as pas intérêt à parler. Si tu parles, tu ne verras plus les enfants. Je vais tuer les enfants. Donc il y a aussi ce système de chantage. Et le huis clos, c'est terrible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces femmes... Et l'école a peut-être aussi son importance, parce que en réalité, il y a plusieurs intervenants qui sont là et qui observent et qui voient les voisins, l'école, les travailleurs sociaux, les éducateurs. Donc, à un moment donné, cette femme, effectivement, mais il y en a qui n'y arrivent pas. Il y en a qui ne vont pas y arriver. Il ne va pas y avoir ce déclic de se dire il faut que j'arrête cet enfer de la violence parce que je vais y passer ou les enfants vont y passer. Sachant que le fait de porter plainte, pour elle, ce n'était plus une option, ce n'était pas possible, sachant qu'elle était observée par son mari, qu'il y aurait potentiellement des répercussions si jamais il la prenait sur le fait. En fait, toute la difficulté, elle est là. Il suffit pas d'aller déposer plainte pour que tout s'arrête. Ça ne s'arrête pas. Récemment, j'ai accompagné une jeune femme victime de violence au commissariat pour sa première audition. J'ai découvert qu'elle avait déjà été entendue 3 mois au préalable par le même commissariat, où elle a dit, c'est les voisins qui ont dénoncé. Elle a dit non, mais il s'est rien passé du tout, tout va bien. Et 3 mois après, on est venu déposer plainte. Et donc la brigadière, légitimement, a dit mais madame, vous étiez là il y a 3 mois, vous avez dit que tout allait bien. Elle a dit mais mon agresseur était dans la voiture à la sortie du commissariat. C'est lui qui m'a accompagnée chez vous pour que je vienne être entendue sur dénonciation des voisins. On a un petit bébé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et elle lui a dit mais vous ne vous sentez pas en confiance, en sécurité dans le commissariat? Elle a dit non. C'est-à-dire que c'est pour vous dire, donc la plainte, c'est déclencher l'action publique, mais il faut que ça suive derrière, sinon ça reste un petit bout de papier. Je vous dis encore une fois, 18 plaintes,
on a terminé avec un assassinat. Donc ça ne suffit pas. Et il faut que tout le système se mette en marche pour prendre réellement en charge ces femmes victimes de violences et les enfants. Il en existe d'autres, des Valérie Bacot, en ce moment, en France? Il y a 225 000 femmes victimes de violences, donc j'espère en tout cas qu'elles ne soient pas de cette gravité-là. Mais clairement, oui, il en existe d'autres. Et tant qu'aujourd'hui, on refusera des plaintes, on classera sans suite massivement les plaintes pour violences conjugales, on ne déploiera pas suffisamment de protection, d'outils de protection, parce que là, ça a été très bien dit. Une fois qu'on a porté plainte, on fait quoi? On dit à la femme victime de violence, rentrez chez vous. Elle était épiée tout le temps, donc bien entendu qu'il allait être au courant qu'elle était passée au commissariat. Qu'est-ce que vous pensez qu'il allait lui arriver quand elle allait rentrer chez elle? Donc quand on demande par exemple des hébergements d'urgence, c'est exactement pour gérer ce genre de problème. Quand on demande l'éloignement du conjoint, pareil. On demande l'éloignement du conjoint, on demande l'ordonnance de protection, on demande que ça soit appliqué rapidement après la plainte, avec une réactivité rapide. Aujourd'hui, vous portez plainte, vous avez des processus qui durent des mois et des mois. Il y a eu le Grenelle contre les violences conjugales, oui. Des mesures pour protéger les victimes, mais ça suffit pas. Largement insuffisante. Ouais. Je vais vous parler juste d'un chiffre. 3000 téléphones grave danger qui seront déployés d'ici 2022 avec un fichier des auteurs de violences conjugales qui sera centralisé. Alors ça, c'est les promesses, parce que faut faire attention, parce que ça fait 4 ans qu'on nous fait des promesses. Pour l'instant, il y en a 71, des téléphones grave danger, et les ordonnances de protection, il y en a 3000, et il y en a 30 000 en Espagne. Donc regardez, il y a du simple. Alors justement, quel est le pays à prendre en exemple en la matière? Sur les violences conjugales, clairement, c'est l'Espagne. Alors l'Espagne, ils n'ont pas juste un fichier en fait, c'est qu'ils ont investi des moyens. Et ils ont des moyens pour un système de surveillance et de mesure d'évaluation du danger en temps réel. Ça s'appelle Viogène. Il y a 53 000 femmes qui sont suivies dans ce système. Et c'est en temps réel. Et n'importe quel incident qui fasse l'objet d'une plainte ou pas, parce que tout ne fait pas l'objet d'une plainte, mais qui soit détecté par les associations féministes, ne serait-ce qu'une menace de mort, par la police ou par la justice, est rentré dans ce système-là. Et ensuite, il y a des seuils avec des systèmes de notation et des déclenchements de dispositifs de protection, que ce soit les bracelets anti-rapprochement, les téléphones grave danger ou les ordonnances de protection, pour pouvoir mettre en place rapidement et efficacement, parce qu'elle est là aussi la clé, rapidement et efficacement, des mesures de protection pour ces femmes victimes, l'éloignement des conjoints, et puis des traitements rapides avec des tribunaux spécialisés. Donc, il y a eu effectivement des mesures avec le Grenelle, mais elles sont largement insuffisantes par rapport aux besoins. Et clairement, nous, on demande 1 milliard d'euros pour financer cette grande cause du quinquennat qui n'a pas eu un centime de budget. Donc, quand on entend encore l'avocat général qui dit « mais en fait, quand vous recevez un coup, il suffit d'aller voir le commissariat », oui, je suis en colère. Je suis en colère contre cet avocat général parce que sur quelle planète vit-il? On parle de cette question des violences conjugales depuis 4 ans. On sait bien que c'est pas aussi simple que ça qu'aller porter plainte. Mais, pardon, Maître Yala, vous avez le sentiment quand même que la société, elle change, qu'il y a des électrochocs à travers des affaires médiatisées? Alors je crois que la médiatisation, effectivement, permet, pour certaines personnes en tout cas, d'en prendre conscience. C'est pas suffisant. Là où ça sera vraiment... efficace, c'est lorsqu'on aura les moyens humains. Parce qu'en réalité, on a de bonnes lois. On a toujours eu de bonnes lois. La France a toujours adopté une législation qui venait en protection. Mais on n'a pas les moyens humains. Et puis, ça ne peut pas s'arrêter devant la porte du commissariat ou devant le juge. Typiquement, dans ces matières-là, vous avez 3 magistrats qui vont intervenir. Vous avez le juge pénal, mais il y a dans l'immédiateté. Et encore, le temps judiciaire n'est pas celui du temps de la victime. Vous avez le juge des enfants, forcément, qui va à un moment ou à un autre intervenir, et vous avez le juge aux affaires familiales. Ces 3 juridictions différentes, avec des compétences différentes, mais qui aujourd'hui ne sont pas coordonnées, ne sont pas complémentaires. Et tout le travail de l'avocat, me semble-t-il, entre autres, c'est de permettre la coordination entre les juridictions, d'avoir accès au juge, parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus accès à notre juge, puisqu'on ne peut plus aller discuter avec nos juges, et ça c'est un véritable problème, où on essaye de faire du chiffre dans les tribunaux et de rendre des décisions parce qu'il faut évacuer le stock. On ne peut pas, et c'est une question de santé publique. C'est une question de santé publique, ça concerne tout le monde. Mais oui, heureusement que les médias sont là. Malheureusement, en fait. C'est une très bonne remarque, ces 3 juridictions, parce que l'Espagne a résolu le problème en faisant des tribunaux spécialisés où on peut statuer en même temps sur les questions de violence et sur les questions de la garde des enfants. Ça veut dire réformer la justice, en fait, en partie, en tout cas pour ces affaires. Pour ces affaires-là, d'être en capacité de rendre des rendus sur les 2 versants, parce que la garde des enfants est aussi un point de friction majeur. Ce qui permettrait d'aller plus vite. Et ce qui permettrait déjà d'aller plus vite, d'avoir des juges qui sont compétents et qui connaissent les mécanismes de
silenciation des victimes, de mise sous terreur des victimes, et puis surtout de résoudre le problème de la garde d'enfants, parce que je pense que Valérie Bacot, si elle n'est pas partie, c'est parce qu'elle ne voulait pas perdre ses enfants. Merci beaucoup à Céline Picq et Maître Ansou Yalas d'avoir été nos invités sur France Info. Et on attend donc le verdict qui devrait donc tomber d'ici ce soir à la cour d'assises de Saône-et-Loire au procès de Valérie Bacot. C'est la fin de ce 17-19, le tout dernier de la saison. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Vipol, votre instinct politique. Gilles Bornstein, Adrien Roy reçoivent ce soir